Lundi 12 juin, bonjour à tous, bienvenue dans le 13h sur RTI 1. Tout de suite les titres. Après une rencontre hier avec son homologue français, le président Alassane Ouattara est arrivé à Berlin en Allemagne. Il participe à une rencontre du G20 dédiée à l'Afrique. Il va y présenter les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Composition française et physique-chimie ce lundi pour les 355 273 candidats au BEPC, le brevet d'études du premier cycle. Les épreuves ont démarré ce matin et se poursuivent jusqu'à en fin de semaine. Ce lundi 12 juin, nous sommes la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Cette 15e édition est marquée par la protection des enfants en période de conflit ou de catastrophe. Merci de nous suivre sur RTI 1. Il est arrivé à Berlin, en Allemagne. Le président ivoirien a échangé ce lundi avec son homologue rwandais Paul Kagame. Il est en Allemagne pour participer à la conférence de haut niveau sur le partenariat et la coopération G20 Afrique. Les deux chefs d'État se sont retrouvés avant l'ouverture des travaux de la conférence pour faire le point d'abord sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda et ensuite accorder leur violon sur la stratégie compacte with Africa du G20. Une stratégie qui a pour objectif la création de conditions d'investissement stables et du développement accru des infrastructures de base. L'Afrique est donc au centre de cette rencontre où le président Alassane Ouattara va présenter les opportunités d'investissement ici en Côte d'Ivoire. Awa Touré. Aéroport militaire de Berlin ce dimanche 11 juin. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé aux environs de 20h heure locale, 18h heure d'Abidjan. Le chef de l'État est à Berlin pour prendre part à la conférence intitulée Compact with Africa sur le partenariat avec l'Afrique. L'Allemagne, qui assure la présidence tournante du G20, entend ainsi faire de l'Afrique une priorité du groupe des 20 principaux pays industrialisés et émergents. Le président de la République s'est dit heureux de participer à ce rendez-vous consacré à l'Afrique. Je suis heureux d'être en Allemagne et je salue les autorités de ce grand pays, et notamment la chancelière et le président, de nous avoir invités à prendre part à ce sommet sur l'Afrique. Et donc nous devons connaître la situation de la Côte d'Ivoire qui est très très bonne, mais qui a besoin de faire plus pour avancer, réduire la pauvreté avec des grands projets que nous comptons soumettre au G20. Je pense que c'est une belle opportunité. Le fait que notre pays a été choisi parmi la demi-douzaine de pays invités montre que la communauté européenne et internationale en général accorde un grand crédit à ce que nous faisons dans notre pays. Et je salue donc les autorités et je les remercie de cette invitation. Le président de la République va participer lundi à la conférence de haut niveau du G20 sur le thème Partenariat G20 Afrique, investir dans un avenir commun, et à la table ronde des chefs d'État et de gouvernement à la chancellerie sur le thème les investissements privés dans les infrastructures en Afrique. Avant de se rendre en Allemagne, le président Alassane Ouattara a rencontré hier dimanche à l'Élysée le nouveau président français. Emmanuel Macron a salué la dynamique économique de la Côte d'Ivoire. Il a réitéré le soutien de son pays au processus de développement ivoirien. Les deux chefs d'État ont passé en revue différents sujets de coopération. Après leur entretien, les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont fait une déclaration de presse. Nous écoutons d'abord le président français. Monsieur le Président, je suis très heureux en tout cas d'avoir accueilli cet après-midi dans un jour un peu particulier pour la démocratie française. Le président Ouattara, qui est le premier chef d'État africain que j'ai la joie d'accueillir ici à l'Élysée. Et c'est un signal fort d'ailleurs de notre attachement à la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui et qui reste et qui restera un partenaire essentiel pour la France. Et j'aurai à cœur, tout au long de mon mandat, non seulement d'entretenir, mais d'aller plus loin dans les relations qui sont les nôtres. Nous avons, tout au long de l'entretien que nous venons d'avoir avec le président, évoqué l'ensemble des sujets qui couvrent la relation à la fois bilatérale, mais aussi régionale.
Et je sais l'histoire de nos pays, les épisodes difficiles qu'il y a pu y avoir, les périodes aussi difficiles que la Côte d'Ivoire a traversées, mais également la renaissance et le rayonnement qui est aujourd'hui le sien. Nous venons d'abord d'évoquer les sujets économiques et en particulier, après quelques difficultés, le fait que l'économie ivoirienne est une des plus dynamiques aujourd'hui et des plus diversifiées d'Afrique, avec une croissance d'un peu plus de 7% en 2016, une économie qui est aussi au-dessus du taux de croissance moyen de l'Afrique subsaharienne. J'ai pu féliciter d'ailleurs le président des récentes émissions, le Premier ministre et le gouvernement à ses côtés, qui ont été faites par la Côte d'Ivoire et qui ont non seulement affiché des taux qui étaient plus faibles que les taux attendus et une sursouscription dans plusieurs devises. Ce qui montre bien là aussi que la communauté internationale perçoit ce dynamisme ivoirien. La France accompagnera cette transformation, cette modernisation économique. Nous restons aujourd'hui le premier partenaire bilatéral en faveur de la Côte d'Ivoire et nous souhaitons non seulement consolider, mais bien évidemment renforcer ce rôle. Nous avons évoqué à ce titre plusieurs partenariats en cours que je souhaite renforcer, développer et plusieurs actions économiques que nous mènerons dans les prochaines semaines, je l'espère avec beaucoup de succès. Nous avons également évoqué les épisodes récents qui ont tenté de fragiliser la situation sécuritaire dans le pays. Et je le dis ici, la Côte d'Ivoire est un exemple de sortie de crise réussie et un modèle pour beaucoup, particulier dans la région. Et à ce titre, il est pour moi très important qu'on soit arrivé à la stabilité. Donc les décisions prises par le président, son gouvernement, seront là aussi accompagnées, je le sais, par l'ensemble de l'Union européenne pour que cette stabilité soit préservée. C'est très important après ce que le pays a connu, et je considère pour ma part que le retrait de l'opération de maintien de la paix et l'élection de la Côte d'Ivoire la semaine dernière au Conseil de sécurité des Nations Unies ont consacré justement cette stabilisation politique qui est importante pour nous tous. J'ai à ce titre félicité le président Ouattara de son engagement indéfectible pour la paix, pour la stabilité, non seulement dans son pays, et les réformes institutionnelles qu'il est en train de mener et qu'il continuera à mener vont en ce sens, sont absolument indispensables, mais également pour toute la région. Nous avons également eu l'occasion d'évoquer plusieurs questions régionales. Notre préoccupation toute particulière, évidemment, pour la situation du Mali, où j'étais il y a quelques semaines. Je retournerai dans le cadre du G5 Sahel le 2 juillet prochain. À ce titre, je pense que nous devons continuer le travail qui est fait en termes de coopération militaire, de coopération en matière de renseignement, et il est essentiel que nos pays continuent à œuvrer pour que, dans la région, nous gagnions cette bataille face au terrorisme, mais également la bataille qui permettra de prévenir les percées que font parfois ces troupes terroristes ou la capacité qu'elles ont à déstabiliser des régions en profitant de certains déséquilibres ou de la misère. Enfin, nous avons souhaité l'un et l'autre pouvoir aller plus loin sur différents sujets en termes de coopération qui, au-delà de tous les sujets économiques, culturels, politiques qui sont les nôtres et qui sont le cœur de la relation entre la Côte d'Ivoire et la France, doivent être, à nos yeux, développés, qui correspondent aux deux grands défis qui sont les nôtres. Nous avons un défi qui est la lutte contre le terrorisme et la sécurité de nos pays et de la région. Et à ce titre, nous renforcerons dans les prochaines semaines et les prochains mois, de manière très concrète, nos partenariats en matière de coopération militaire, de renseignement, de formation militaire. Et je considère aussi que nous devons donner une composante préventive à travers une coopération plus forte en matière éducative. Et là-dessus, nous prendrons des mesures très concrètes. Le deuxième défi qui est le nôtre, c'est le défi climatique. Nous l'avons évoqué, je remercie le président d'ailleurs à la fois d'avoir réaffirmé son engagement fort pour l'accord de Paris, mais d'avoir aussi réaffirmé les efforts de la Côte d'Ivoire dans ce cadre. Nous devons ensemble décider de mesures et de projets concrets qui vont en ce sens. Projets de transport urbain, projets d'assainissement de l'eau, projets d'innovation qui permettent d'accompagner ces transformations, en particulier de l'économie ivoirienne, et qui, de manière concrète, accompagnent un engagement diplomatique avec une transformation économique et sociale.
Et donc la France accompagnera tout particulièrement ces projets et souhaite participer à ces derniers dans le cadre de la transformation de l'économie de la société ivoirienne. J'aurai le plaisir, Monsieur le Président, de me rendre chez vous au moment du sommet Union européenne-Afrique, puisque vous accueillerez ce sommet. Je serai donc personnellement là et nous continuerons ce travail ensemble en nous revoyant nous-mêmes début juillet, donc en marge du G20. Cette relation qui unit nos deux pays est forte, intense, et dans le cadre que je viens d'évoquer, c'est le souhait de la France de la poursuivre et de la renforcer. Je vous remercie en tout cas, encore une fois, d'être là avec nous cet après-midi. Merci, Monsieur le Président. Le président Alassane Ouattara est lui aussi revenu sur l'excellence des relations qui lient les deux pays. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de me recevoir en ce jour particulier, jour d'élection, et de prendre le temps de nous recevoir cet après-midi. Et évidemment, cela montre toute la considération que vous avez pour la Côte d'Ivoire, pour mes concitoyens, et je voudrais vous en remercier. Et aussi vous féliciter pour votre brillante élection. Je souhaite qu'aujourd'hui soit une bonne journée, une bonne nouvelle en fin de journée pour vous. Et vous dire que la Côte d'Ivoire, au cours de ces dernières années, a fait des progrès importants dans le domaine économique, dans le domaine sécuritaire. Le pays va bien. Bien évidemment, nous avons, au cours des derniers mois, subi des chocs intérieurs et extérieurs qui rendent la gestion économique plus compliquée. Mais malgré cela, nous pensons pouvoir maintenir un taux de croissance d'environ 7%, comparé à la moyenne de 9% que nous avons connue au cours des 5 dernières années. C'est dire que la gestion macroéconomique et notre volonté de réduire la pauvreté sont effectivement en train de prendre et qu'au cours des prochaines années, la Côte d'Ivoire continuera d'être un modèle de bonne gouvernance, de bonne gestion. Et en cela, je voudrais saluer le rôle des entreprises françaises, le soutien du gouvernement français et dire que pour le moyen terme, nous souhaitons mettre l'accent sur les domaines dont nous avons parlé, notamment les questions d'investissement dans les énergies renouvelables, la question de l'éducation, l'assainissement, et faire en sorte que l'environnement soit meilleur pour nos concitoyens. Et de ce point de vue, je voudrais dire également que nous saluons votre position et vos déclarations sur l'accord de Paris. Je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes la voix des sans-voix. Nous considérons que le climat est un domaine essentiel pour les pays africains et par conséquent, nous avons ratifié l'accord de Paris et les instruments ont déjà été déposés aux Nations Unies et nous voulons vous encourager à garder ce leadership dans le monde pour améliorer la situation de l'ensemble de la planète. Au niveau de nos relations bilatérales, nous avons évoqué également les questions sécuritaires, mais également régionales. Je voudrais vous féliciter pour le voyage que vous avez effectué au Mali, à Gao. C'était un moment important de donner de l'assurance et l'espoir aux populations, non seulement du Mali, mais de l'ensemble de la sous-région, car la lutte contre le terrorisme n'est pas limitée à un pays ou à une ville, mais à toute une région et même, je dirais, à la planète entière. Nous sommes d'avis que cette lutte doit être renforcée au niveau international et nous sommes déterminés à jouer la part qui est la nôtre au niveau donc de la sous-région ouest-africaine. Je voudrais vous remercier pour le soutien que nous avons eu de la France pour pouvoir accéder au Conseil de sécurité. La Côte d'Ivoire sera à compter du 1er janvier 2018, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un pas important. Cela fait un quart de siècle que nous n'avions pas eu la possibilité de siéger au Conseil à cause des difficultés que mon pays a connues. Et donc nous considérons que c'est une évolution importante
pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région. Nous tenons beaucoup à notre coopération avec la France et également votre engagement à nous aider à démarrer très rapidement le métro d'Abidjan. C'est un projet important dans le domaine social. Abidjan est une ville de 5 millions d'habitants, mais également dans le domaine donc, environnemental, car l'environnement est quelque chose, je sais, qui vous tient à cœur. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être trop long, je voudrais vous réitérer tous mes remerciements, la gratitude que nous éprouvons et surtout toute vraiment l'appréciation que nous avons d'être reçus en ces jours d'élection en France. Merci encore et merci de votre disponibilité. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ici en Côte d'Ivoire, les épreuves écrites du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, ont démarré ce matin. 355 273 candidats composent sur l'ensemble du territoire national jusqu'à vendredi. Au programme pour cette première journée, composition française et physique-chimie. Chris Diomandé, Franck Quadio. Lycée classique de Cocody, il est 8 heures. La cour est bien vide et calme. Le principal enjeu se déroule dans les salles de composition. Nous sommes au premier jour des épreuves écrites du BEPC. Serge est candidat libre. Il se dit confiant. Je suis prêt pour composer. Je pense qu'il y aura un succès parce que on ne bosse pas pour bosser. On bosse pour obtenir quelque chose. Et je suis confiant qu'il y aura vraiment un succès. Dans ce centre d'examen, plusieurs candidats affichent leur sérénité. Je viens de recevoir le sujet de composition française et je comprends le sujet. Ce matin, je suis venu pour composer. Je pense que ça va marcher. Candidat confiant, dans un climat apaisé, satisfaction donc pour les encadreurs. Les enfants sont présents et on espère que tout va se dérouler dans un bon esprit. C'est l'espoir qu'on a pour ce matin. La DECO envoie des superviseurs pour vérifier la régularité du déroulement de l'opération de l'examen. Et tout se passe bien. Un tour au collège moderne de Cocody. Ici aussi, tout se déroule dans le calme. J'ai choisi le premier sujet qui parle de l'éducation. Pour le moment, ça va. Ici, nous avons 800 candidats. Et au lancement de la première épreuve, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de difficultés. Tous les candidats sont en salle. Et la première épreuve, la composition française, a déjà commencé. Ils sont au total 355 273 candidats repartis dans différents centres pour affronter cette première journée. Fin des épreuves écrites du BEPC le vendredi 16 juin 2017. Direction Boaké et Sakassou, en image le démarrage des épreuves du BEPC ce matin. Djeneba Ouattara, Hassan Khan et Charles Tatou. À Boaké, les responsables éducatifs de la direction régionale de Boaké 1 ont choisi le collège moderne de jeunes filles pour le lancement officiel des épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle et du test d'orientation en seconde session 2017. 7146 candidats, dont 6568 pour le BEPC et 578 pour le test d'orientation, prennent part à cet examen. Dès 8 heures, les épreuves ont commencé avec la composition française. Autorités administratives et responsables éducatifs ont apporté leur soutien aux candidats. Quelqu'un qui vient à l'école régulièrement n'a pas de raison de s'inquiéter. Nous avons constaté que le taux d'absence n'est pas aussi important. Ce sont quelques candidats libres qui ont manqué à l'appel. Nous n'avons pas eu de difficultés au niveau de nos copies, tout se passe bien. Je trouve que c'est pas mal. Pour un élève qui a bien révisé à la maison, peut s'en sortir. Je suis sûre que cette année, j'aurai le BEPC. Après le collège moderne de jeunes filles, cap est mis sur les lycées modernes de Belleville et de jeunes filles. Ici, même message de soutien aux candidats. Ouattara Fatoumata a déjà obtenu son BEPC brevet d'études du premier cycle. Elle présente le test d'orientation en seconde dénommé test d'or. Enceinte, elle fait partie des 1290 candidats qui affrontent les épreuves du BEPC dans la localité de Sakassou. Je trouve ça facile. Et déjà le BEPC, c'est le test d'or que je cherche pendant seconde.
Une délégation de la direction régionale de Bouaké 2, dont fait partie Sakassou, s'est rendue dans les différents centres d'examen pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Des épreuves habituelles, ils ne doivent pas paniquer, ils doivent travailler dans le calme, dans la sérénité et ils réussiront. Je n'ai pas constaté de portable encore avec les enfants, mais soyez sûrs, je vais faire encore le tour pour donner l'information à tous les surveillants, à eux-mêmes, d'éviter d'avoir des portables sur eux, parce que la suspicion étant généralisée, c'est nous-mêmes qui devons faire disparaître toutes ces suspicions en étant vraiment véritablement propres. Dans l'ensemble, tout se déroule encore bien. Ce lundi marque aussi le début des examens de fin d'année dans les instituts de formation et d'éducation féminine. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a procédé au lancement officiel dans le centre de la commune de Port-Boué. Astou Touré. Ce geste marque le début des épreuves de fin d'année dans les 7 centres d'examen de l'Institut de formation et d'éducation féminine IFEF. Cette journée commence par les épreuves de broderie-main et de crochet. En ce jour qui marque la fin de 3 années de formation à l'IFEF, Mariatou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, s'est dite satisfaite du déroulement des épreuves. Je suis heureuse de savoir que tout le monde a reçu son matériel. Nous avons 589 candidats, parce qu'il y a des hommes et des femmes. Aujourd'hui, c'est la journée optionnelle, c'est-à-dire les matières optionnelles, c'est-à-dire, vous avez vu avec moi, crochet et puis broderie. Au fil du temps, on va passer aux disciplines obligatoires qui sont la couture, la pâtisserie et l'éducation familiale. En plus d'Abidjan, ils sont venus de plusieurs autres villes de l'intérieur du pays, telles que Tanda, Abangourou, Divo, Lakota, peu importe la distance. Je suis prête à traverser même l'Afrique pour avoir mon diplôme. Si ce n'était pas à l'IFEF de Port-Boué, que c'était au bout du monde, j'allais faire l'effort même d'être présente. Prosper est le seul homme de ce centre de 112 candidats. La couture est sa passion. J'aime la couture, je voulais me former pour mieux avoir de connaissances. Les épreuves dureront 5 jours et les résultats sont attendus à la fin du mois d'août. Rappelons que l'IFEF existe depuis 1958 et compte 106 écoles. Le district d'Abidjan a passé 2 jours consécutifs sous de fortes pluies. Il en ressort de nombreux dégâts, d'abord humains et aussi matériels. Le bilan est lourd, 8 personnes ont perdu la vie. Pour éviter d'autres catastrophes, les populations sont invitées à quitter les zones à risque. Grâce Kando. Mosikro, dans la commune d'Atekoubé. C'est ici que vit Leslie depuis 9 ans. Selon elle, la saison des pluies constitue un véritable cauchemar pour les populations vivant dans ce quartier. Quand il pleut, la mer la vole, on ne peut pas traverser. Souvent, mais ça emporte les enfants, ça emporte nos objets de chair. Ça fait des dégâts. Les maisons qui sont en hauteur sur les côtes, là, ça tue les gens. Souvent, mais ça tombe sur les gens. Pas plus tard que les 2 dernières années, là, il y a une douche qui est tombée sur une famille complète. C'est épargné seulement que l'homme. Quand il pleut, on ne peut même pas rester dans le quartier. On est obligé de veiller qu'un matin, jusqu'à ce que la pluie sèche, c'est-à-dire essuyant, veiller. Il ne faut pas que quelque chose de dégâts va arriver. Tout comme Leslie, Marie également pointe du doigt les dégâts que cause la pluie. Le quartier fait peur en saison pluvieuse parce que la vie même de la population est en danger. Quand il pleut aussi, souvent, les maisons qui sont sur les côtes, là, souvent il y a les glissements de terrain. Nous sommes en danger. Nous le savons même, puisqu'on n'a pas les moyens pour quitter le quartier, donc on fait avec. Selon les autorités municipales, ces endroits ont été déclarés zones à risque et rien ne justifie leur présence. Pour éviter des catastrophes, des mesures sont arrêtées. Ces zones ont été clairement identifiées et ont été, pour la plupart, libérés de l'occupation humaine. Nous avons procédé à des démolitions, à des recasements, et malheureusement, il existe encore où les populations résistent. Nous avons décidé donc de détruire toutes ces zones à haut risque parce que ce sont les dernières couches de résistance qu'il nous faut vaincre pour éradiquer définitivement les zones à très haut risque dans notre commune. Des dispositions donc à prendre au sérieux car la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, SODEXAM, annonce pour cette année une période de pluie abondante et répartie sur le littoral. Sur le littoral, les scénarios que nous avons pu obtenir
nous donne une pluviométrie qui sera supérieure à environ probable à 630 mm par rapport à la moyenne. Donc au niveau du littoral et au niveau du nord du pays, on a des probabilités de pluie qu'on aura environ 650 mm de pluie, supérieures à 650 mm de pluie. La première saison des pluies, de avril jusqu'à début juillet, et la deuxième saison des pluies va s'étendre de août jusqu'en octobre de 2017. Pour lutter contre les inondations, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à travers l'Office national du drainage ONAD, engage des travaux pré-saison. Nous avons sur le district du Grand Abidjan des sites que nous appelons des sites critiques, qui sont connus. Je pourrais vous les citer pêle-mêle. C'est le fameux carrefour de l'Indénié, c'est Banco sur la route, sur l'autoroute du Nord, pour lesquels nous prenons des précautions pour engager au préalable des travaux qu'il faut afin de réguler normalement les débits d'eau pluviale au moment de la saison des pluies. Avant de construire en ville, il faut disposer d'un document que nous appelons le permis de construire. Et lorsque les urbanistes terminent leur projet, il y a des zones qui sont délaissées parce que ces zones ne sont pas constructibles. Ces zones délaissées font l'objet de constructions anarchiques au niveau des populations. Et très souvent, ces zones délaissées sont situées vers les abords des talwergues, des lits d'écoulement d'eau. Donc vous convenez avec moi que lorsque vous allez construire sur ces sites, vous ne faites qu'exposer, n'est-ce pas, vos familles à des menaces du jour au lendemain suite à une pluie qui arrivera. La saison des pluies rime notamment avec inondations, éboulements et effondrements. Pour prévenir ces effets néfastes, l'Office national de la protection civile a décidé de mener une campagne de sensibilisation. Cette campagne a pour but d'indiquer à la population la conduite à tenir en cette période de pluie. Leur demander de respecter les consignes de sécurité pour que la saison des pluies 2017 n'endeuille pas la Côte d'Ivoire. L'Office national de la protection civile invite également les populations à ne pas s'installer sur les sites dangereux libérés, les réseaux d'évacuation d'eau et les canalisations afin d'éviter des désagréments en période de pluie. Nous sommes aujourd'hui 12 juin, la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Cette 15e édition est marquée par la protection des enfants en période de conflit ou de catastrophe. Abou Sanogo. Selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail, ce sont près de 250 millions d'enfants qui, à travers le monde, vivent dans des régions en proie de conflits armés. Plus de la moitié des 168 millions d'enfants victimes du travail des enfants dans le monde vivent dans des zones touchées par les conflits et les catastrophes. La Côte d'Ivoire n'échappe malheureusement pas à ce fléau. Et pour cause, la décennie de crise écoulée a entraîné des déplacements internes qui ont eu et continuent d'avoir un impact négatif sur l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations, et plus particulièrement des enfants. Et face à tous ces périls, le gouvernement s'attelle à bâtir un système plus complet, plus efficace et davantage généralisé de protection sociale. C'est l'objectif visé par la stratégie nationale de protection sociale qui ambitionne de réduire la précarité des populations les plus vulnérables. Sous le leadership de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants et le Comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants ont engagé solidairement et en synergie avec les partenaires au développement
des actions vigoureuses de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Pour cette année 2017, l'Organisation internationale du travail a retenu comme thème dans les conflits et les catastrophes, protégeons les enfants du travail des enfants. En faisant ce choix, l'OIT nous invite à prendre conscience de l'impact des conflits et catastrophes sur le travail des enfants et à envisager les mesures correctrices à entreprendre. D'ailleurs, le gouvernement envisage d'accélérer la mise en œuvre du projet filet socio-productif, de poursuivre et d'accentuer le déploiement du système d'observation et de suivi du travail des enfants dans l'ensemble des départements de notre pays, d'œuvrer pour l'atteinte de la cible 8.7 des ODD relatives à l'élimination du travail forcé des enfants d'ici 2025 et du travail forcé d'ici 2030. Le gouvernement en appelle donc à la mobilisation de tous. La journée internationale de lutte contre le travail des enfants est célébrée tous les 12 juin. Et voilà pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis et très bon début de semaine à tous.